Alors, nous tenons tout d'abord à remercier l'INHA pour nous avoir donné aujourd'hui l'opportunité de développer cette intervention sur l'utilisation politique de l'image par l'association ACT UP, puisque l'utilisation de l'image est très forte chez ACT UP et multiple. Les militants vont se photographier eux-mêmes et les actions des militants vont beaucoup être photographiées dans la presse. Un certain nombre d'actions mises en place par l'association ACT UP tendent vers la performance, avec notamment les apps et les die-in, qui sont aujourd'hui connus seulement par l'image et qui ont été pensées dès l'origine en vue de leur publication sous la forme d'images dans la presse. Mais aujourd'hui, l'aspect sur lequel je vous propose de vous concentrer est peut-être le plus évident, puisque c'est aujourd'hui celui qui est devenu le symbole d'ACT UP, l'affiche, et notamment l'affiche Silence égale Death, avec le fameux triangle rose. On a choisi de se concentrer aujourd'hui sur l'affiche car elle nous semble particulièrement bien correspondre à l'art du partage, qui est donc le thème de cette édition des Journées du patrimoine, puisque les affiches créées par ACT UP sont un des supports privilégiés pour la réflexion sur la force politique de l'art, sur la dimension collective de la création et le jeu d'appropriation ou d'institutionnalisation de l'art, qui sont les trois notions donc, qui animent cette session. Donc aujourd'hui, l'association ACT UP est quasiment associée spontanément à cette affiche, Silence égale Death, avec donc ce triangle rose. Or, il faut savoir qu'en fait, cette affiche précède la création de l'association ACT UP. L'affiche a été créée en février 1987, alors que l'association ACT UP New York, qui est la première association ACT UP, a été créée en mars 1987. Donc cette affiche a été créée par un collectif d'artistes qui se prénomme au départ Silence égale Death Project, qui est composé de 6 hommes homosexuels qui sont tous liés au domaine des arts graphiques. Donc dès le départ, on avait véritablement une volonté de création collective. Si la composition du groupe va changer au fur et à mesure du temps, le groupe se définira toujours comme collectif et ne donnera jamais le nom de ses membres, qui est difficile aujourd'hui à trouver. Donc dès le départ, on voit qu'il y a une dimension politique très forte puisque le message est très clair. Le triangle rose, ici inversé, renvoie évidemment au nazisme et à sa politique d'extermination des homosexuels, mais il peut aussi renvoyer à la libération homosexuelle des années 60-70, puisque la communauté homosexuelle va se réapproprier ce symbole pour en faire un signe de libération. Donc le message écrit est également très efficace puisqu'il dit que le silence sur l'épidémie du sida tue. Il faut savoir que les premières formulations médicales et les premières mises en garde sur le sida datent de 1981 et donc cette affiche date de 1987, l'épidémie est toujours taboue. On va utiliser ici le langage publicitaire et mathématique avec le signe égal pour rendre très intelligible donc ce message qui est très fort visuellement et émotionnellement. On a de très nombreux témoignages de personnalités qui s'engageront dans la lutte contre le sida, comme le galeriste Bill Hollander, qui se disent très frappés par cette image, puisque toute personne qui se revendique homosexuelle comprend les références implicites de l'image, sa symbolique au sens le plus fort, puisqu'on a tout un arrière-texte caché derrière cette image très simple, et normalement un arrière-texte politique, puisqu'on dénonce le silence des autorités, notamment les personnalités politiques qui n'ont toujours pas parlé du sida et qui donc qui contribuent à la propagation de l'épidémie. Il faut savoir que Ronald Reagan, qui est donc à l'époque président des États-Unis, attend que l'épidémie du sida ait fait plus de 20 000 morts pour enfin prendre la parole publiquement sur la maladie. On va avoir une appropriation très rapide. Donc voilà, une des affiches créées par le collectif pour dénoncer donc, le silence de Ronald Reagan. Donc cette affiche Silence égale Death va être très rapidement appropriée par l'association ACT UP, puisque dès la seconde manifestation qu'organise l'association, elle est utilisée. Et donc le groupe Silence égale Death Project va se renommer Grand Fury, avec l'idée de colère, qui est une idée très chère à ACT UP, et le collectif d'artistes devient un des organes de l'association en fait. La création artistique se fond complètement dans l'action générale d'ACT UP et Grand Fury se donne comme mission, je cite, d'exploiter le pouvoir de l'art pour mettre fin à la crise du sida. Fin de citation. Donc c'est bien un but politique et qui est bien celui de l'association ACT UP en général. Or, évidemment, là, on peut définir la politique par l'action. L'affiche va être beaucoup utilisée en manifestation. L'image va servir à dénoncer, donc à faire évoluer les choses. Elle va être appropriée par les militants eux-mêmes. Et l'affiche est surtout beaucoup utilisée comme un moyen de recrutement.
Mais l'image peut être aussi utilisée comme un mode d'action lui-même avec une dimension performative. On peut s'intéresser dans ce cas-là à la campagne de 1989. Kissing doesn't kill, greed and indifference do. C'est vraiment la valeur performative de l'image se voit par le vandalisme dont elle fait l'objet. De nombreuses affiches de cette campagne vont être détériorées, ce qui montre bien que cette image est considérée par choquante par un certain nombre de publics. Donc à nouveau, on a un détournement des codes publicitaires puisqu'on a une parodie des pubs Benetton de l'époque, dont je vous ai mis un exemple ici, qui vantait la mixité raciale. Dans la campagne de Grand Fury, cette mixité raciale se double de la mixité sexuelle avec des couples homosexuels. Et on va utiliser surtout les moyens de diffusion de la publicité. Donc ici, vous avez une affiche sur un bus. Certaines affiches vont être également affichées sur les abribus. On expose donc ces affiches dans l'espace public pour faire du sida un problème public, puisque cette politique est également liée un peu à l'évolution de l'épidémie, qui est de moins en moins considérée comme un cancer gay, pour reprendre les terminologies du début de l'épidémie, surtout après les problèmes de contamination par transfusion sanguine. Et ça montre bien une des ambivalences fondatrices d'ACT UP qui base tout son discours sur le fait que le sida est un problème de santé publique, mais qui sociologiquement touche majoritairement quand même la communauté homosexuelle, notamment masculine. Donc le travail de Grand Fury est totalement assimilé à ACT UP, son message et ses modes d'action, et il est approprié par les militants pour déployer la stratégie d'ACT UP dans l'espace public, et on peut donc parler d'une valeur d'usage de l'image. Mais en parallèle, on a un travail d'appropriation du travail de Grand Fury par le monde des musées et une forme d'institutionnalisation de ce travail militant. Donc Grand Fury, comme on l'a dit, est lié dès le départ au monde de l'art, puisque ce sont 6 graphistes qui fondent le groupe au départ, et qui exposent dès novembre 1987 dans la galerie donc, de Bill Hollander, avec Let the Record Show, qui est un développement donc, de l'affiche Silence égale Death. Vous avez ici une photographie du procès de Nuremberg, avec devant des photographies de personnalités accompagnées de leurs citations haineuses envers la communauté homosexuels. Donc vous avez ici un exemple. Mais l'apogée véritable de cette institutionnalisation du travail d'ACT UP se fait avec la Biennale de Venise de 1990, puisque le travail d'ACT UP va donc être exposé dans le pavillon américain avec The Pope Peace, qui est une dénonciation donc, du discours du pape Jean-Paul II sur l'épidémie du sida, puisque le pape considère que la seule solution à l'épidémie du sida est l'abstinence. Donc on peut ici se demander si la valeur prédominante est une valeur artistique et non plus une valeur d'usage. Et donc ça questionne le musée comme espace public. Christophe Broca, qui est un anthropologue qui a étudié donc, l'association ACT UP, a montré que la communauté homosexuelle était très liée au monde de l'art, et donc exposer dans le lieu de l'art contemporain peut être un moyen de toucher la communauté la plus à risque. Et on peut noter un changement de message en cette fin de décennie, puisqu'on a un message de prévention avec la formule Men Use Condoms, car on a de moins en moins l'espoir d'éradiquer le sida à la fin des années 90. On a toujours une dimension esthétique et symbolique assez évidente, et on peut vraiment parler d'une œuvre d'art au sens propre, mais qui se distingue de l'affiche pure, puisque ici on ne va pas avoir une reproduction de l'œuvre que vous voyez, puisque c'est une installation en fait sur 2 murs qui permet de mettre en regard les 2 affiches précédemment montrées. Et donc les affiches que vous voyez ici ne vont pas être utilisées par exemple en manifestation comme moyen de recrutement, mais elles vont être diffusées par la reproduction dans la presse et les médias, notamment italiens, puisque donc, cette œuvre fait scandale en raison de la proximité entre le portrait de Jean-Paul II et la photographie d'un pénis en érection. Ça s'inscrit donc à nouveau dans une démarche politique, puisque l'œuvre d'art devient un moyen de parler de l'épidémie, puisque après ce scandale à la Biennale, les médias italiens vont commencer à parler de l'épidémie de façon plus générale. Donc Grand Fury s'oppose bien à une forme de poétisation qui a pu avoir lieu dans d'autres musées. L'œuvre d'art a toujours un but politique.
Il est donc difficile de séparer la dimension politique et artistique dans le travail de Grand Fury pour ACT UP. On a une imbrication très étroite des deux, puisque la dimension artistique sert le but politique. L'effet visuel très fort cherche à interpeller le spectateur, et le politique est le fondement de l'œuvre d'art. Il n'est sans doute pas abusé de dire que pour Grand Fury et ACT UP, l'idée d'un art gratuit et désintéressé est caduque, et que l'art n'est pertinent que s'il a un sens très concret de lutte. Et donc c'est ce qui a amené certains historiens de l'art à parler d'artivisme, qui est peut-être la notion la plus à même de rendre compte de la démarche de Grand Fury et ACT UP, et qui questionne la grande thématique d'histoire de l'art, du lien entre l'art et la vie, et notamment la vie politique définie comme la vie de la cité. Toutefois, il est important de montrer les limites de cet artivisme qui correspond réellement à une période de l'activité d'ACT UP et de la lutte contre le sida, puisque l'épidémie en fait ne va cesser de progresser, et l'espoir d'éradication du sida qui était au fondement de la création d'ACT UP s'évanouit peu à peu, et en 1992, 4 membres de Grand Fury donc créent ce tract qui change beaucoup le rapport à la maladie et qui questionne notamment le spectateur, avec par exemple la dernière phrase « Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ?», qui est pour la première fois montre la notion de tristesse et non plus de colère, qui pose une question beaucoup plus intime et qui ne porte plus d'accusation, mais qui cherche plutôt à entrer en communion avec le spectateur. Et après ce tract, Grand Fury va être dissous, puisque un de ses membres est sur le point de mourir du sida. Donc il faut bien avoir l'idée que cette mise en valeur artistique de l'idée de colère et de très forte énergie d'imbrication entre l'art et la lutte par le collectif Grand Fury correspond à un moment de l'association ACT UP, avant un temps de tristesse et de deuil à la fin des années 90. Je vous remercie.